Bonjour à tous, merci d'être venus à cette deuxième masterclass. Et aujourd'hui, on est très heureux d'accueillir Kim Nguyen. Pourquoi Kim Nguyen? Pourquoi on est heureux? Parce que, en fait, non, je vais vous expliquer pourquoi on est heureux d'avoir un Québécois. Parce qu'en fait, depuis 5 ans, on fait des rencontres auteurs-producteurs. Et depuis 5 ans, non, depuis 4, on va dire, depuis 4 ans, on a toujours des Québécois qui sont sélectionnés. Et donc là, on est vraiment heureux d'avoir une masterclass d'un Québécois parce que ça justifie complètement. Et on est super heureux de vous avoir, vous. Donc je vous demande d'accueillir Kim Nguyen, qui nous vient du Québec. Bonjour, bonjour. Bonjour. Merci. Vous avez un film à la quinzaine. Oui. Et alors, on commence toujours par là. Comment est venue à Kim Nguyen l'envie d'écrire et l'envie de raconter des histoires? De mon côté, c'était depuis que je suis adolescent que l'écriture m'interpelle. Et puis, j'avais commencé à écrire des petites pièces de théâtre et j'aimais beaucoup dans le laboratoire de photo, la première fois que j'ai vu ma photo dans la chimie apparaître dans le bac, j'ai été séduit par l'image qui apparaît et puis j'ai combiné les deux, l'histoire et puis les photos, et puis ça m'a donné envie de raconter des histoires au grand écran. Et comment sont venus les premiers courts-métrages, les premiers films? Je sais pas, je me rappelle plus exactement comment ils sont venus aller à l'université, mais j'ai un souvenir, je vais faire grincer des dents plusieurs personnes, j'ai un souvenir d'avoir lu beaucoup de Sid Field, les 3 actes. C'est quand même la structure en 3 actes a été un de mes points de départ. Puis après ça, pour apprendre à peut-être pas exactement me libérer de ça, mais de reconnaître que peut-être les 3 actes, ça appartient pas au copyright de Sid Field, mais que ça fait partie d'une dramaturgie qui appartient à la tragédie grecque et même au théâtre japonais. Et puis c'est ça, j'ai toujours aimé écrire. C'est encore un des plus grands plaisirs au cinéma, d'être payé pour aller dans des cafés et de rêver et d'essayer de trouver aussi de l'irrationnel qui fait du sens. C'est un grand plaisir. Et alors, les premiers courts-métrages, est-ce que vous avez commencé à tourner, prendre une caméra et tourner, ou est-ce que c'est des choses qui étaient avec un producteur déjà, ou comment ça a commencé? J'ai fait des plutôt mauvais courts-métrages. L'idée, je les m'étais produit moi-même en fait, parce que sinon des fois c'était trop long. Le processus de financer des courts-métrages est aussi long qu'un long-métrage presque, sinon plus. Et il y a plus de... Bon, en plus, on est filmé, mais c'est vrai que souvent, les gens qui analysent les projets au court-métrage sont ceux qui commencent. Et il y a des gens qui sont très bons, il y a des gens qui sont moins bons. Et il y a plus de joueurs qui déposent des courts-métrages. Et donc, des fois, il y a plus d'absurdité dans les sélections de courts-métrages. Et donc, ça peut être extrêmement long. Faire financer dans l'institutionnel. Des fois, je trouve que c'est une nécessité pour se faire connaître dans l'institution pour qu'on est rendu au long métrage. Mais des fois, c'est encore plus douloureux que de financer un long métrage. Ouais. Oui. C'est vrai. Donc, c'est parce que sinon, il n'y a que moi qui pose des questions. Donc je vais poser une question qui va rentrer dans le vif. En fait, entre Rebelle, qui est un film précédent, et To Lovers and a Bear, il semblerait qu'il y ait quand même des sujets extrêmement durs. Est-ce que c'est un choix absolu ou c'est un hasard? Je pourrais dire que dans le contexte de financement canadien, on a quand même certains privilèges, je dirais, on a la chance de pouvoir proposer des sujets. En tant que scénariste, je trouve qu'on a vraiment un privilège de pouvoir être attiré par n'importe quelle histoire dans le monde et de la raconter. Et c'est vraiment une richesse pour moi de pouvoir être interpellé par des histoires qui sont fortes et d'essayer de les trouver peu importe où elles sont. Et le film sur les enfants soldats rebelles, c'était initialement, il devait se passer en Asie de l'Est. J'avais lu sur l'histoire des frères John Ichtu. J'arrive jamais à prononcer. C'est 2 frères de jumeaux qui avaient 9 ans et qui se sont réveillés un jour et qui ont dit qu'ils sont un des 2 frères s'est réveillé. Il a dit qu'il était la réincarnation de Dieu et il a mené une armée. C'est devenu un mélange entre une légende et la réalité. Il a mené une centaine de soldats pour lutter contre les soldats démoniaques de l'armée officielle.
Et j'étais vraiment interpellé par ça parce que c'était pas nécessairement un enfant soldat misérabiliste, c'était un enfant digne et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était intéressant dans ça, le paradoxe des deux. Oui. Et du coup, parce qu'en fait, donc, ça pose une question qui est aussi de tourner des histoires et de raconter des histoires qui se passent loin de l'habitude. L'une, c'est au Congo belge, et l'autre, c'est dans un froid extrême, si j'ai bien compris, parce qu'on a très peu d'informations sur le film. Et c'est très bien, comme ça on va le découvrir. Mais du coup, qu'est-ce qui t'attire dans des sujets qui ont l'air violents en tout cas? Est-ce que c'est le but? Bon, on parlait de Sitfield, c'est... Mais je sais pas, je serais pas prêt à dire que c'est le sujet, le fait que c'est violent, mais je pense qu'il y a tellement de choses qui ont été filmées depuis que le cinéma existe que le défi est de trouver quelque chose qui est intéressant. Mais pas seulement, seulement entre deux personnages, mais sur la toile de fond également, et Kinshasa entre autres était extraordinairement intéressante, fascinante, sur foule de paradoxes, des détails aussi simples qu'une bouteille d'eau Evian qui est écrasée et qui a des cordes et que ça devient une sandale. C'est juste, ça raconte tellement de choses sur la surconsommation, le recyclage, en même temps qu'il y a l'histoire, il y a ces détails-là. Et dans le Grand Nord, c'était un peu la même chose aussi. Il y a, à l'évidence, il y a des vrais oxymores d'images entre des scènes extrêmement tendres, des arrêts sur des visages et des gros plans d'émotions pures, et j'ai remarqué des scènes d'action très rapide, très elliptique. On en parlait avec Nicolas, on va en reparler. Et je t'ai entendu mentionner la référence à Stanley Kubrick, donc peut-être Full Metal Jacket et tout ça. Donc je vois plein de choses opposées, mais qui font un très bon contraste, qui sont un bon support de scénario, j'imagine. Merci. Je sais pas quoi ajouter à ça. Non, mais c'est une réception. Mais merci. Ouais. Je ne sais pas quoi ajouter. Tant mieux, on peut parler d'autre chose. On va repartir sur les débuts. Donc on va se tutoyer. Oui, bien donc, sûr. tu réalises des courts-métrages. Combien? Je crois que j'en ai réalisé, institutionnel, j'en ai réalisé 2. Et c'était vraiment l'idée, je me rappelle d'avoir fait... je suggère beaucoup aux gens qui font des courts-métrages de faire des courts-métrages de moins que 15 minutes, idéalement moins que 10 minutes. Et moi, dans les faits, mes courts-métrages étaient entre 20 et 25 minutes. Et c'est un très mauvais format, je trouve, parce que après 10 ou 15 minutes, il faut essayer d'avoir un attachement émotif au personnage. Il faut rentrer dans quelque chose qui est plus un approfondissement. Mais en même temps, à 25 minutes, on doit comme automatiser cette espèce, on doit faire trop de raccourcis et on sent qu'il y a quelque chose de forcé, je trouve. C'est comme un format entre deux. Et donc, le 50 minutes est peut-être mieux, je ne sais pas. Mais certainement, je crois que, et surtout pour la diffusion, je crois que les courts-métrages, c'est mieux de faire des 10 minutes ou des 15 minutes. Ouais. Mais c'est complètement différent comme forme, effectivement. Ouais. Et puis, voilà. Oui. Et comment donc arrive le premier long métrage? Comment ça se passe? Alors, le premier long métrage s'est passé étrangement assez rapidement. C'était un film qui était, à l'époque, était assez différent. C'était un film de genre, un film de cinéma fantastique. Et, que tu as écrit? Que j'avais écrit, oui, exactement. Et puis c'est l'histoire, ça s'appelle Le Marais. C'est deux rejetés d'un village en Europe de l'Est qu'on ne nomme pas exactement. On pourrait penser à la Roumanie au début à la fin du 19e. Et puis, ces deux hommes-là, ils sont considérés comme les démons du village. Et il arrive un élément où quelqu'un est mort et on se met à accuser ces deux-là. Et on les suit. Et à l'époque, j'avais décidé d'utiliser beaucoup l'univers de Caspar Friedrich, visuellement. Et puis voilà. Et pourquoi ce sujet? Parce que je l'ai trouvé intéressant. mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'écris encore, je crois encore à la structure des 3 actes, mais c'est une structure des 3 actes plus fluide. C'est-à-dire qu'avant de commencer à écrire, je vais quand même mettre
des balises où je vais penser, où je vais établir les points tournants charnières d'un film. Et un peu comme, après ça, j'essaie d'écrire un peu comme on pourrait improviser de la musique, c'est-à-dire que j'ai la conscience des actes, mais les actes, j'accepte qu'ils peuvent se transformer constamment à mesure qu'on écrit, à mesure que j'écris le scénario. Et donc, j'essaie d'écrire les premières 25 ou 30 pages en me relisant très peu et très rapidement, en une semaine ou 2 semaines, une fois que j'ai les idées de base. Et après ça, j'ajuste les autres actes. Mais l'idée, c'est d'avoir une espèce de rythme. Je trouve qu'il y a quelque chose de musical dans l'écriture scénaristique, idéalement. Et je trouve que c'est un des plus gros défis en tant que scénariste. C'est qu'on écrit sur une période X de mois ou d'années. Habituellement, c'est des années. Mais à chaque fois qu'on lit une scène, il faut avoir l'espèce de conscience des minutes avant et des minutes après dans l'histoire. Et je trouve que ça, c'est une des choses... c'est pour ça que je trouve qu'il faut quand même, quand on est dans un moment d'écriture, il faut écrire. Il ne faut pas trop se relire et pas trop être lent. Il faut l'écrire et être dans la musicalité, dans le rythme du film, je trouve. Et donc le film, tu le tournes, tourné au Québec, et tu le tournes donc en combien de temps? Avec quelle économie de production en fait? On tourne assez rapidement. Ben, ça dépend des projets, mais je vais dire que ça paraît quand même un nombre assez important de jours. Les 2 derniers films que j'ai faits, c'était en 32 jours. Non, je parlais du premier. Je parlais du Le Marais. premier, Ouais, Le ouais. Marais, je me rappelle plus. C'était peut-être 29 ou 30 jours. 29 ou 30 jours, ouais. Mais ça n'a pas beaucoup augmenté depuis. Et donc, ça reste quand même un défi quand on est à l'étranger ou quand on est en Arctique de tourner en 32 jours. Il faut être il faut avoir une équipe qui est vraiment solide pour réussir à livrer le matériel. Mais pour trouver le budget, ça a été compliqué, ça a été facile. Comment ça s'est passé? C'est plus facile qu'avant. Je ne sais pas si c'est comme ça. Ça, c'est très encourageant pour nous tous. Le maillon faible dans presque toutes les industries au monde, d'après moi, c'est les scénarios. Et c'est vraiment, il manque des bonnes histoires et il manque des gens qui sont capables de reconnaître les bonnes histoires aussi. Je crois que ça se fait à deux. Et donc, il y a quelque chose là. Et je crois que peu importe comment l'industrie va se transformer, parce que je crois que au cours des 5 prochaines années ou 10 prochaines années, il va y avoir beaucoup de changements. Je crois que des changements qui vont être à la fois, certains changements vont être extraordinaires, j'imagine, mais d'autres vont être aussi assez durs quand même. Je crois que le long métrage, comme on l'a aujourd'hui, ça m'inquiète un peu sur le financement avec le streaming, avec tout ça. Je ne sais pas exactement les films à 10, je parle en dollars canadiens, mais mettons à 4 millions d'euros et plus, à 10 millions d'euros, ça va changer. Par contre, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est il y a une série télé, est-ce que vous avez vu la série de Nix avec, je me rappelle plus de l'acteur, c'est sur l'invention de la chirurgie au début du XXe siècle. Je trouve ça extraordinaire. Et Soderbergh avait dit à Clive Owen, je veux juste te dire, tu meurs à la fin de la 2e année. Et c'est tout. On ne va pas renouveler si jamais le public aime ou pas. Et je trouve qu'il y a certains romans qui ont une densité dramaturgique que si on fait un long métrage, on perd beaucoup. Alors que là, il y a beaucoup d'ouverture pour faire des séries fermées de 1 an, de 2 ans, où on adapte par exemple un roman. Et je trouve ça assez stimulant de voir qu'il y a des budgets assez intéressants qui s'offrent. Je viens d'avoir une discussion avec un collègue producteur et il parlait d'une série de 24 épisodes et 3 millions par épisode. 3 millions de dollars US par épisode quand même. C'est significatif. C'est vraiment 4 fois 3. Ouais, exactement. Alors, on a vu que tu étais producteur de tes films. Le premier, tu n'étais pas producteur en fait. En fait, les derniers, je me désiste. Oui, mais les premiers, je l'étais. Pour quelle raison? Est-ce que c'est force majeure? C'est-à-dire que sinon, il ne se tournait pas ou c'était une volonté Je ne sais pas comment ça est venu, mais le désir d'être producteur s'impose moins qu'avant. Les projets, j'ai accès à
plus facilement au financement maintenant, donc j'ai moins besoin de... Je peux laisser aller, puis j'ai des collègues... mais je sais pas à l'époque ce qui a fait. Je pense que c'est que j'avais démarré des projets en tant que producteur pour dire, bon, ben le projet se fait coûte que coûte, et puis après ça, les producteurs, un beau lapsus projecteur, les projecteurs s'ajoutaient au projet par la suite. Ouais. Alors, on reprend un petit peu. En fait, oui, j'ai décidé d'être producteur parce qu'en développement, quand on a une plus petite. En tout cas, on a moins de contacts, c'est vrai que c'est le développement qui est long si on attend que le producteur machin truc. Alors, j'ai décidé d'avancer. Bon, ben, lui, il n'est pas prêt, ben moi, je vais avancer, puis je vais le rattraper plus tard, peut-être, s'il trouve que le projet s'améliore. Donc, c'était vraiment une volonté parce que tu voulais faire avancer le projet coûte que coûte et oui. advienne que pourra, et puis qui même me suive. Oui, exactement, oui, exactement. Okay. Ouais. Donc, Le Marais sort en salle. Ça marche bien? Non, ça n'a pas très bien marché, Le Marais. Non, ça n'a pas très bien marché. Et Rebelle non plus. Le Rebelle, c'est un succès d'estime, mais on le savait déjà un peu, Rebelle, parce que c'est un sujet dur, c'est les enfants soldats. Et donc, on s'en doutait. La Two Lovers qu'on sort là, c'est une histoire d'amour tragique, et je crois qu'il y a comme... j'ai un bon feeling pour le... Vous dites ça? J'ai un bon feeling? Oui. Ok, d'accord. Vous dites j'ai un bon sentiment. Vous me demandez de traduire, hein, si mon québécois... Et puis, non, je crois que là, il est vraiment quelque chose de... Une histoire romantique complètement assumée. Mais dans Rebelle, il y a une histoire d'amour aussi, quand même. Oui, c'est vrai. Oui, donc, c'est vrai. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a une histoire d'amour. Heureusement. Oui, heureusement, c'est ça exactement. C'était presque un voile pudique sur le sujet des enfants soldats. C'est ce qui fait vraiment avancer l'histoire quand on l'a regardé avec Paco. On se disait, c'est vrai que l'histoire d'amour, elle arrive et elle prend le relais parce qu'à un moment ça avance très vite et on se dit waouh, comment ça va tenir une heure et demie et là à un moment il y a une deuxième locomotive qui arrive et qui porte le truc et on se dit ouh là là là. Ah oui. Ça c'est intéressant. Quand j'ai fait Rebelle, parfois il y a une ou deux scènes irrationnelles. Il faut pas. Des fois on essaie de financer un film. Ben, moi c'est mon expérience de financement quand on pitch les films. Souvent il va y avoir une ou deux scènes qui tu sens que les analystes vont jamais financer ce film à cause de cette scène-là. Des fois, tu l'enlèves et puis tu la remets après. Mais c'est important de la remettre après. Parce que, par exemple, dans Rebelle, il y a une scène où ils font juste se promener. Ils se retrouvent dans c'est une scène qui s'est ajoutée en faisant de la recherche sur ce qui se passe, la situation des albinos en Afrique. Je vous épargne les détails, mais c'est assez tragique. Mais je voulais juste qu'il y avait un moment ludique où ils passent devant dans une ville où il y avait seulement des albinos. Puis je trouvais juste que visuellement c'était extraordinaire et que ça racontait quelque chose sans l'expliquer. Mais longtemps, les producteurs voulaient que j'enlève cette scène-là et je me suis battu jusqu'à la fin pendant 3 ans d'écriture pour garder cette scène-là. Et finalement, au final, tout le monde... je crois que la scène est vraiment intéressante, mais... des fois, il faut se battre pour avoir une ou deux scènes irrationnelles qui ne sont pas expliquées rationnellement, justifiées par la narrativité. Alors, en parlant de ce film Rebelle qui est traité, en tout cas au niveau de la façon de filmer, de manière assez documentaire, mais de manière très expressive, est-ce que Two Lovers and a Bear est plus dans un traitement fiction au niveau de la façon de filmer ou c'est une façon de travailler vite et efficacement et très proche des gens et très proche de l'émotion? C'est un peu les deux à la fois. Il y avait quelque chose d'intéressant pour Rebelle. Comme l'actrice, c'était une enfant de la rue qui ne savait pas lire, j'ai écrit tous les dialogues, mais j'ai fait des séances, les scènes étaient improvisées. Et j'avais vu, avant de faire Rebelle, j'avais vu Fish Tank. Je ne sais pas si vous avez vu de Andrea Arnold, qui a eu son film hier. Je n'ai pas vu son film hier. Et qu'elle travaillait beaucoup dans le processus de ne pas faire lire le scénario aux acteurs. Et après ça, de montrer le texte au fil du moment. Alors, on a tourné le film en chronologie. On a fait des scènes improvisées, dirigées. Et alors, je prenais un acteur du côté. Je disais, toi, tu vas dire ça. Et il va dire ça. Et à tel moment, je stimulais le conflit.
Et c'est intéressant parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont financé le film qui sont venues me voir et me dire « Ah, c'est vraiment comme j'avais imaginé, c'est vraiment bizarre. » Mais ce qu'ils ont improvisé ressemble beaucoup au scénario écrit. Et c'est assez intéressant. Et donc, il y a des allers-retours entre ce que tu fais entre l'écriture et ce que tu tournes. Est-ce que tu réadaptes le scénario en cours de tournage? Moi, je crois à la constante réécriture. Et c'est plus facile de le dire... c'est plus facile à dire parce que je réalise mes scénarios en général. Mais moi, je m'impose de me trahir, en fait. Je crois que c'est important d'être dans le moment présent et d'être là avec ce qui se passe là. Et donc, si des acteurs ont des intuitions qui les dirigent à un endroit par rapport au dialogue, je les encourage à y aller, à aller vers là. Ça serait plus dur, c'est sûr, si j'adapte un scénario, mais habituellement, la première chose que je dis à un scénariste, si j'acquiers les droits d'un scénario, je dis, je veux juste que tu saches à l'avance, je vais te trahir. C'est une trahison. Je prends ton scénario et quand je vais le filmer, je vais être là pour le moment qui se passe. Et il faut que le film passe à travers nous, à travers notre propre inconscient, autant des comédiens que du réalisateur. Et donc c'est ça. Mais il y a parce qu'il se dégage du coup une très très forte spontanéité qui a l'air d'être quelque chose tu as l'air de tenir énormément, en tout cas chez les acteurs. Oui. Et comment tu fabriques ça alors? Je crois beaucoup au cinéma, à l'approche de Cassavetes, c'est-à-dire les premières prises, pour moi, c'est vraiment pas des répétitions. C'est la prise la plus importante, c'est la première prise. Et donc, la première chose, c'est d'avoir le meilleur pointeur du monde. Ça, c'est super important. C'est celui qui fait le focus, parce que s'il manque ta première prise, ben, t'as pas la prise. Et de plus en plus, la mode, l'esthétique, je sais pas si vous, c'est un peu ça, mais j'aime beaucoup une très courte profondeur de champ. Donc, on est rendu à du F2, des fois du F1.8, F1.4. Et la première prise est super importante et je veux pas donner de marque à mes comédiens, je veux qu'ils se promènent un peu. Alors, moi, je comprends pas comment ils font. Récemment, on était dans l'Arctique, on avait... je vous explique parce que c'est vraiment un truc de gamin, on s'est amusé, on s'est vraiment défoncé. On avait 4 motoneiges. Il y avait une motoneige avec la caméra, avec le stabilisateur. Il y avait le pointeur qui était sur une autre motoneige, qui avait son truc à distance et pas de moniteur, juste comme ça à l'œil. Et il y avait les 2 comédiens qui s'en allaient et qu'on suivait. On était derrière. Et puis, donc, c'était la première prise. On dit « OK, go ». Ils partent à 70 à l'heure. Imaginez-vous, et la caméra part, lui, il est sur sa motoneige, il est parallèle comme ça, et il y a les 2 motos comme ça, et là, il les suit, il se rapproche, la caméra va en close-up comme ça, il a l'œil au foyer, première prise. C'est du chamanisme, Mais je sais pas comment ils font. C'est moi qui ai été oui, tu étais pointeur d'ailleurs. Pointeur, entre autres sur Indochine, mais c'est là que ça devient vraiment excitant parce que là on fait attention à nous. Parce que d'habitude on fait attention à nous que quand ça marche pas ou c'est rayé ou machin. Là, quand tout d'un coup on se dit le point comment il a fait, là c'est excitant. Ah non, tu sais pas, c'est vraiment intuitif. C'est comme c'est la partie artistique du cerveau, je pense. Ah oui, c'est de l'instinct. C'est comme de jouer à la pétanque aux boules. Faut sentir le poids. Ouais, c'est très étrange. On va revenir un petit peu à l'écriture. Scénario. C'est bien le point, c'est super important. Ça raconte l'histoire. Je reviens un petit peu en arrière. Comme ton film Le Marais avait pas très bien marché, comment tu as trouvé le financement pour le deuxième? Ça a été compliqué ou Non, c'est ça. Non, en fait, il a pas bien marché d'un point de vue salle, mais un point de vue d'estime, il a marché. Ouais. La comédienne a gagné à Berlin. On a eu une nomination aux Oscars et donc ça a vraiment été une rampe de lancement. Je me suis joint à une agence et etc. Et ça c'était formidable. Donc il y a eu ce succès-là m'a énormément aidé pour les prochains films que je suis en cours. Mais comme on était en train de, on voulait parler des scénarios aujourd'hui, je pensais que ça pourrait être intéressant. Je voulais juste emmener 2 trucs intéressants que qui m'ont beaucoup influencé dans les 2 dernières années sur l'écriture. La première, c'était un mémo de David Mamet qui écrivait il était sur une série télé dont j'oublie le nom, qui ne marchait pas. Il était vraiment... il était en rogne et il a écrit un immense mémo tout en majuscule. Tout le mémo au complet est en majuscule. Et il écrivait, c'est génial parce que c'est 5 pages et c'est sur
qu'est-ce qui fait que les scénarios ne marchent pas? Vous pouvez taper sur Internet David Mamet TV Series, Memo, quelque chose comme ça. Mais le truc que j'ai trouvé intéressant, que je porte plus attention maintenant, c'est si vous avez deux personnages qui parlent d'un troisième personnage qui n'est pas dans la salle, c'est de la merde. C'est de la merde. Faites les deux personnages, faites-les se rencontrer, évitez les interfaces et gardez vos personnages proches. Souvent, je trouve qu'on a tendance à avoir des interfaces, une personne intermédiaire qui parle d'une autre, mais il faut forcer la friction. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Et j'aime cette note-là parce que je trouve qu'elle n'est pas absolue. Parce que des fois, ça peut marcher deux personnes qui parlent d'un troisième personnage. Je pense à l'ouverture de... C'est pas exactement l'ouverture, mais dans Apocalypse Now, quand il parle de Kurtz, et il n'est pas dans la pièce. Là, c'est intéressant. Mais c'est parce qu'à la limite, c'est parce qu'on ne révèle pas sur Kurtz. Au contraire, on dit ce qu'on ne sait pas. Donc là, il reste le mystère. Mais maintenant, je peux pas expliquer pourquoi exactement, mais je suis d'accord avec lui. S'il y a deux personnes qui parlent d'une autre, on veut informer le spectateur, mais c'est pas nécessairement intéressant. C'est mieux d'aller vers l'action et de faire jouer ça. Et l'autre élément que j'essaie d'intégrer beaucoup, ça c'est pas David Mamet, mais c'est quelque chose que de plus en plus au fil des... dans mes premiers films, il y a une tendance des fois où les scènes ont une intro, milieu, fin, et se concluent, et les autres scènes, intro, milieu, fin. Et maintenant... il y a le risque de perdre beaucoup de potentialité dramatique d'en faire ça, de toujours introduire nos scènes, toujours conclure nos scènes. Et maintenant, j'applique beaucoup le principe des écailles de poisson. C'est-à-dire que si ça, c'est l'arche d'une première scène, j'ai commencé la scène là pour qu'elle s'appuie sur l'autre scène. Et là, si on pense que la scène est bien conclue, j'essaie de me poser la question, elle est trop conclue à la limite. Je ne vais pas la conclure, je vais aller chercher je vais ouvrir sur l'autre scène pour pas que ça se résout trop parce que, à quelque part... et là, ça rejoint le mémo de David Mamet, c'est que il disait, et ce que j'aime, c'est que c'est dogmatique, donc il faut en faire la part des choses, mais il disait chaque scène doit être un élément de tension dramatique qui est d'objectifs non résolus. Chaque scène doit être un objectif non résolu entre certains personnages. Et à un certain point, c'est ça qui nous garde l'intérêt au cours de tout le film. Et je pense que c'est important ça, de se demander si c'est trop résolu finalement. Et la seule exception, une des exceptions qui, je pense, c'est l'humour. Si une scène est drôle, elle est drôle. On s'en fout. Je trouve que si elle est drôle, elle est drôle. Mais... Et alors, lorsque tu écris, est-ce que... Parce hier, on a reçu Paul Laverty, le scénariste de Ken Loach, et on lui a posé la question comment émotionnellement il se mettait dans l'écriture de ses personnages. Comment toi, tu te projettes émotionnellement dans tes personnages quand tu écris? Comment ça se passe? Donc... On s'entend que, bon, je ne suis pas acteur, je suis très mauvais acteur. Mais de plus en plus, je crois que le métier d'écriture, ça s'apparente beaucoup au métier d'acteur. C'est-à-dire, avant d'écrire la scène, il faut rentrer dans ce qui s'est passé avant et oublier ce qui doit se passer après parce que les personnages ne le savent pas. Et d'écrire, d'être tout le temps dans le moment du personnage. Je crois beaucoup à ça. Et donc voilà. Mélangé au métier de monteur, j'imagine. Je crois qu'il y a... Je sais pas, ouais. J'aime beaucoup... J'ai tendance à beaucoup faire de montage dans mes scénarios. Et des fois, je me le fais reprocher. Il dit c'est pas assez scénaristique, il faut laisser ça au réalisateur. Mais j'ai remarqué qu'il y a quand même cette différence-là entre l'écriture française et l'écriture américaine. L'écriture américaine se permet beaucoup plus de dire cut to, gros plan sur. Et je crois qu'il y a une zone entre les deux où, plutôt que de dire il appuie sur, je sais pas moi, il appuie sur le clavier, mais une main tape sur la touche A, par exemple, ça suggère un gros plan. Je crois qu'il y a cette possibilité de faire du montage sans nécessairement parler techniquement de la caméra.
Je crois qu'en français, ça passe moins bien de parler des gros plans, de techniques de caméra. Je sais pas pourquoi, non? Tu trouves? Ouais, ça dépend. Enfin, c'est vrai de manière générale, c'est plus littéraire que les formats classiques américains, Cut to, etc. Déjà, on a mis très longtemps à avoir les formats comment dirais-je, d'écriture, tu sais, des formats de pages avec tel caractère, tel caractère, tel caractère. Ah oui. Tout le monde écrivait un peu comme il voulait. Ah oui. Alors maintenant, c'est un peu en train de se standardiser. Okay, on reprend les typiques scénarios américains. C'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Je sais pas. Non, moi je trouve que ça change pas grand chose. Personnellement, je trouve que ça change pas grand chose. Si le scénario est beau, il est bon, quoi. Voilà. Maintenant, effectivement, il y a aussi des scénaristes français qui détaillent plus et d'autres moins. Enfin, ça, Mais ça dépend aussi beaucoup de si c'est un scénario pour quelqu'un qu'on connaît, un réalisateur ou soi-même, ou comme ça à vendre à la télé à on ne sait pas qui. Et ça dépend vraiment de si on écrit un scénario très personnel ou pas. Mais il y a beaucoup de grands scénaristes et de grands réalisateurs scénaristes qui écrivent avec un style très particulier qui ne pourrait être adapté par personne d'autre. C'est vrai. Ça dépend aussi si tu es réalisateur ou pas. Parce que déjà, quand tu es réalisateur, déjà tu découpes déjà dans ton scénario comme tu as envie de voir le film. C'est vrai. J'ai lu une pièce de théâtre extraordinaire française de Roberto Zucco. Ouais. C'est tellement bien écrit. Excusez-moi, j'ai oublié le nom de l'auteur. Quelqu'un se rappelle du nom de l'auteur de Roberto Zucco qui est décédé. Pardon? Mais ils ont fait un film de Roberto Zucco, je crois. Oui, Coltès, pardon. Coltès, Merci. Ils ont fait un film qui était à Cannes il y a oui. une dizaine d'années. Apparemment. C'était qui déjà, Roberto Zucco? C'était bien? C'était pas mal. Je me souviens plus qui c'était. Paco, non, je me souviens plus, mais ça se monte beaucoup au théâtre encore. C'est un grand classique. Le texte est extraordinaire. Le texte est vraiment bon. On était où? Je sais plus où on en était. On va reprendre. On va reprendre. Oui. Pardon, excusez-moi. Écoute, oh mon Dieu. Bon, moi je suis québécois. J'ai entendu un peu Roger Frappier, qui est le producteur du film. De celui qu'on présente ici. Voilà, du film qu'on présente à Cannes cette année, qui racontait qu'il était fasciné par l'histoire du propriétaire de Canuck. Alors je vous explique, Canuck, c'est une marque de vêtements d'hiver extrêmement chaud, dont par exemple Claude Lelouch est absolument fanatique. Et Roger Frappier le fréquente, ce monsieur-là, et c'est lui qui a vécu toutes ces aventures dans le Nord qui ont inspiré ton scénario. Dans l'émission que j'écoutais, la journaliste expliquait que... c'est-à-dire que Roger expliquait à la journaliste qu'il chérissait ce projet depuis un moment, il voulait l'adapter, c'était difficile, tu t'y étais attaqué, ça n'avait pas marché, Roger n'était pas satisfait, il avait fait appel à quelqu'un d'autre, ça ne marchait pas non plus. Finalement, tu lui es revenu avec une idée qui, là, l'a séduit, et là, le projet s'est engagé. Et je n'ai pas écouté la fin de l'émission. Qu'est-ce que tu as fait pour faire la différence? En fait, moi et Roger, on s'est entendu ensemble que le projet n'était pas à point. C'est que c'était une histoire. Il y avait comme deux histoires. Il y a une histoire d'amour entre. C'était une nouvelle de 10 ou 15 pages. Et il y avait une histoire d'amour qui se passait dans le village, et après ça, il y avait la grande envolée, il s'en allait dans l'Arctique. Et c'était vraiment deux histoires qui étaient difficiles à lier entre elles. Et c'était vraiment ça le grand défi dans l'histoire scénaristique. Et il y avait aussi quelque chose de très concret, quand on l'écrivait, que je crois que c'était ça le plus grand problème. C'était trop concret, c'était trop une poursuite, et voilà. Et donc en revenant de Rebelle, je lisais Murakami, que maintenant on connaît tous beaucoup, Kafka sur la rive. Oui, magnifique. Et bon, sur la plage. Et moi, à l'époque, je me rappelais... Oui, ça c'était en lisant Kafka sur la plage. Et puis, il utilise des personnages qui sont comme des déités grecques, des dieux grecs, des dieux avec des défauts. Et j'ai eu l'idée d'intégrer cette folie dans le film, c'est-à-dire, on a un ours polaire qui parle. Je vous révèle un petit élément du film. Et il y a cette idée que le voyage extérieur est en fait un voyage intérieur. Et l'Arctique se prête tellement bien à ça, parce qu'il y a des moments où, quand on regarde la glace, on va regarder ça.
et on a l'impression qu'on regarde une vista qui fait des centaines de kilomètres. Des fois, on va regarder des trucs de centaines de kilomètres, on a l'impression on regarde une molécule au microscope. Et donc, c'est la tapisserie visuelle, ça c'est un anglicisme, visual tapestry, excusez. Et donc, ça se prêtait à exprimer ça, que le voyage extérieur est en fait un voyage vers l'intérieur aussi. Et c'est fou parce que quand on est dans l'Arctique, on vit ça. On vit cette espèce d'ambivalence entre le froid qui est externe, mais en même temps qui vient nous brûler à l'intérieur à quelque chose parce qu'il fait tellement froid qu'il y a vraiment cette truc-là. Mais alors, est-ce que tu es allé dans l'Arctique avant de lui faire ta proposition? Moi, j'étais allé dans l'Arctique un peu plus au sud quand j'ai fait la recherche, plus pour voir un peu les mœurs et les us et coutumes. Et après ça, je suis allé pour le tournage. On a fait du repérage dans l'Arctique. Mais c'est vrai, c'était vraiment Murakami qui avait débloqué quelque chose. Ouais. Et pardonne-moi d'insister. Oui? C'est quoi? J'ai pas répondu à la question. Non, c'est pas ça. Prends le micro, Nathalie, prends le micro. Pardon. Non, excusez-moi, c'est parce que j'ai fait un long préambule sur le gars de Canuck dont on se fout. En fait, lui, c'était quoi son histoire? Ah, d'accord. Donc par rapport à ce que... en fait, c'est pour ça qu'on dit que c'est basé sur une idée de Louis Grenier, c'est que l'histoire a beaucoup transformé. Il n'y avait pas d'ours dans le film, dans la nouvelle. C'était vraiment un homme et une femme locale et un homme. Et cette femme est désespérée, elle est victime d'abus et il s'enfuit dans le Grand. Donc cette prémisse-là, elle est restée dans le film. Mais après ça, tout ce qui a meublé, après ça, c'est vraiment plus basé sur notre recherche. L'ours a été ajouté et aussi cet univers lunaire, cette post-modernité. L'Arctique où on était, c'est pas tous les villages, mais Iqaluit où on était vraiment comme une base lunaire avec des maisons sur échasse pour résister au froid, des satellites, des personnes pakistanaises, éthiopiennes qui viennent vraiment comme une base lunaire pour exploiter les ressources minières. Il y a tous ces paradoxes-là, des immenses amoncellements de déchets parce que ça se décompose pas. Et on a fait une prise incroyable avec les motoneiges qui vont entre deux... On regarde par là et c'est l'Arctique nu pur. Et là, ils rentrent dans des montagnes plus hautes que les tentes ici de détritus remplis de neige. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment... Et lorsque tu écris, est-ce que tu pars, tu vas d'abord en repérage? Comment tu commences l'écriture du scénario? Idéalement, c'est pas quelque chose que j'ai toujours le luxe de faire, mais on voudrait toujours aller sur le lieu parce qu'il y a des moments, des personnages qu'on ne peut pas imaginer. Mais Louis a eu un peu cette fonction-là. Dans le scénario, il m'avait raconté une histoire, une vraie histoire. Le policier est tout seul au village, c'est le seul policier. Et là, s'il se passe deux choses en même temps, et ça va pas bien. Il y a une seule paire de menottes. OK? Alors, il décide de sortir son ruban et il fait un paquet cadeau. Le mec... non, excuse-moi. Le mec est hyper saoul. Il a un fusil. Il est dans la maison. Et là, il ne sait pas quoi faire. Alors, il fait venir... l'alcool est illégal. Il fait venir des bouteilles de bière, 24 bouteilles de bière, et il les met par-dessus la vitre et il attend. Et là, les heures passent. Bon, là, le mec, il est KO. Et là, il le tape, il le met dans un avion, il l'envoie à l'endroit où il y a une prison, où il y a plus d'infrastructures, parce que lui, il fallait qu'il garde ses menottes. Et puis lui, il s'en va. Pendant ce temps-là, il faut qu'il s'occupe d'un autre truc. Mais ça, c'est des trucs qu'on ne peut pas imaginer. Et il m'a donné plusieurs détails spécifiques comme ça sur la vie. Il était vraiment devenu un recherchiste très important pour le scénario. Et quand tu as fait Rebelle, t'as fait comment? Tu es parti en Afrique ou pas du tout? Oui, j'étais allé à Kinshasa après avoir le financement. Ouais. Et c'est là où on a, entre autres, d'intégrer les albinos. C'est arrivé là. Tu avais déjà une version du scénario là? Oui. Tu avais le financement, ouais. Oui, j'avais fait beaucoup de recherches quand même. J'étais allé au Burundi faire de la recherche pendant l'écriture. Et j'ai rencontré des ex-enfants soldats. J'ai rencontré des ex-enfants soldats, j'ai rencontré des intervenants
qui était là. Et il y avait un truc qui m'avait beaucoup touché et qui est très intéressant par rapport à notre... On met beaucoup d'accent sur la psychologie aujourd'hui, sur les psychothérapies, tout ça. Et eux, ça fonctionne pas. Des années de psychologie, de rencontres avec... ça va pas nécessairement marcher aussi bien qu'un simple rituel. Par exemple, eux, c'était... c'était pas exactement ça, mais l'idée, ils ont un œuf et le sage lui dit crache sur l'œuf, ça c'est ta vie de soldat. Mets-le à terre, marche dessus et traverse la ligne. Et ça, j'en parle, j'ai presque la chair de poule, mais c'est comme quelque chose qui est presque aussi fort qu'1 an ou 2 ans de psychothérapie des fois, ces rituels-là. Et c'est drôle parce que je me sens très privilégié que Jodorowsky vienne présenter un film à la quinzaine. Et lui, avec je sais pas si vous avez vu ses livres, mais les trucs de psychomagie, je trouve ça intéressant. Et alors ça, c'est quelque chose que tu as découvert au Burundi, ouais, ça, que tu, oui, c'est dans la première, à travers mes lectures et en étant au Burundi. Ouais. Cette idée du rituel qu'on a perdu dans notre société occidentale, je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait ramener. On n'a plus de rituel. Je trouve que nos jeunes enfants, même si souvent on est rendu athée, je trouve qu'il faut réinventer des rituels pour nos enfants. Je trouve que le cinéma a peut-être un peu ça, de recréer des vies empreintes de rituels, peut-être. Je sais pas. Peut-être je vais trop loin, je sais pas. Ouais, parce que c'est assez présent dans Rebelle. C'est vraiment régulièrement, il y a ces espèces de rituels. Oui. Un peu pour nous, ça fait un peu sorcellerie. Enfin, c'est déroutant et en même temps, c'est fascinant. Quoi. Oui. Mais non, à Kinshasa, je me rappelle, c'est très concret la magie à Kinshasa. Il y avait une poudre et on demandait à la chamane, c'est quoi ça? Bien sûr, il y a beaucoup de charlatanisme aussi, on s'entend. Et elle me dit, ça c'est le nuage punition distance. Je dis, ok, d'accord. Tu souffles et tu siffles en direction et c'est 500 mètres, c'est bon, et il va punir la personne. C'est pas les bons mots, mais en gros, c'était ça. Et c'est très concret, la magie à Kinshasa. Mais du coup, je sens des sensations de rendre les choses magiques. Il y a des choses très simples où on voit cette jeune fille soldat qui prend le vent dans les branches et qui a des sensations par rapport à ça, tout simplement. Il y a des choses aussi simples que ça. Je t'entends parler de la neige et d'impression de froid, des choses comme ça. Mais ça me rappelle ce que tu as dit au début, qui est cette image qui est apparue dans le bain de révélateur petit à petit, et on a un peu cette sensation que l'image, d'ailleurs c'est l'anagramme de magie, c'est quelque chose qui te touche au quotidien apparemment. Tu vois une image ou tu vois quelque chose et ça te donne une émotion dans laquelle tu mets les acteurs. Oui, je crois... Un des trucs les plus, je trouve, je sais pas si vous avez la même impression, mais un de nos plus grands défis en tant que raconteur d'histoire, si on peut se donner ce nom, c'est que il y a une uniformisation de l'architecture, il y a un truc, Dali, je crois, il disait la dictature de l'angle droit, les rues et tout, et chez nous, il y a vraiment eu ça. C'est même un film, je voulais avoir une scène comme ça, où les maisons qui étaient... dans un village, et il les alignait, il les levait, et tu voyais des maisons se faire déplacer et devenir une ligne droite. Et maintenant, de nos jours, beaucoup plus en Amérique du Nord que ici, parce que, bon, Paris est loin d'être à angle droit, heureusement, elle est magnifique. Mais chez nous, il y a quand même cette idée où il y a ça peut être quand même assez ennuyant, la géographie, je m'assume quand je dis ça. Et c'est peut-être ça aussi l'idée d'aller chercher des idées ailleurs, c'est que la banlieue morne a déjà été abordée beaucoup dans la cinématographie, avec l'humour noir qu'on peut voir, ou plein de raisons. Et moi, je sens pas que je peux ajouter quelque chose d'autre à cette esthétique, à ces thèmes-là. Donc c'est un peu aller se ressourcer loin. Oui. Alors, justement, je rebondis sur ce que tu dis. La nature a une importance primordiale dans tes films, évidemment. Le Marais. J'ai pas vu Le Marais, mais rien que le titre, Rebelle et là la banquise, enfin l'Arctique. Il y a vraiment c'est vraiment une importance. Justement, je reviens sur ce que tu disais, Paco, avec la jeune fille qui regarde les arbres comme ça. C'est la nature aussi qui a une espèce de magie. Une vraie présence, quoi. Ouais, peut-être. Ça serait à vous de me le dire. Des fois, on ne sait pas pourquoi on fait des choses, mais
c'est sûr que si... je pense que dans les scénarios, j'essaie souvent de physicaliser la quête des personnages, de trouver une façon que la personne a physiquement quelque chose qui est comme qui représente symboliquement ce conflit. Et j'avais un collègue qui me disait, en gros, un scénario, c'est tu prends ta personne, tu la mets dans la boue et tu la laisses se débrouiller, se traîner dans la boue jusqu'à la fin du film et tu espères peut-être qu'elle va s'en sortir à la fin. Mais il y a peut-être cette idée-là, je sais pas. Oui, c'est un bon déclenchement d'histoire. Ça, déjà, il se passe quelque chose dès le début. Oui. Parce que dans Rebelle, dans les 5 premières minutes, on a l'impression d'avoir vu tout le film déjà. On se demande ce qui va pouvoir se passer après. C'est tellement rapide et c'est tellement intense. Donc voilà, il y a quelque chose qui est très impressionnant dans différentes choses que j'ai entendues dans d'autres interviews. À propos des acteurs, à propos de l'authenticité des choses, où je t'ai entendu dire que les acteurs ont tendance à savoir trop de choses, à s'auto-analyser, etc. J'ai l'impression que tu as un grand contact avec les acteurs. Tu parles de méthode de Stanislavski chez des gens qui n'ont jamais été acteurs. Donc voilà, comment tu amènes quelqu'un à vivre quelque chose, et peut-être toi aussi en tant que scénariste avant, comment tu mets quelqu'un dans la boue en gros? Oui. Mais c'est quelque chose de fascinant. Rachel, qui a gagné le prix de la meilleure interprétation à Berlin, qui avait jamais joué avant, à la limite, c'était plus facile de diriger qu'elle soit dans le moment présent, parce qu'elle avait, premièrement, elle était extrêmement courageuse. Donc, elle avait pas de peur de faire quoi que ce soit dans le jeu. Donc ça, c'est une qualité extraordinaire. Et ces temps-ci, la plus grande difficulté pour moi, c'est les acteurs qui ont des rôles disons qu'ils ont 10, 15, 20 lignes, et je les ai castés à distance et je leur ai pas parlé. Et là, ils arrivent sur le plateau, ils ont pratiqué leurs lignes, mais ils ont détruit leurs lignes. Ils les ont trop pratiquées et ils sont plus capables de ressortir des lignes qu'ils ont répétées. Et c'est vraiment les rôles secondaires qui sont les plus difficiles. Alors maintenant, je vais vraiment me discipliner de leur dire, OK, tu as fait d'essayer de leur faire auditionner sur d'autres scènes, mais également de leur dire, OK, maintenant, je veux pas que tu lises le scénario avant quelques jours avant qu'on tourne, parce que ça arrive presque une fois sur deux. Mais du coup, c'est intéressant aussi, spécialement au niveau de l'écriture, mais c'est très lié à la mise en scène, et comme tu fais les deux, mais il y a une scène qui m'impressionne beaucoup sur l'émotion de cette très jeune femme qui est dans un moment d'émotion qui pourrait être décrit par de la mise en scène, et en fait, tu es juste sur le visage et elle pleure tout simplement, quoi. J'ai trouvé ça très très Tu veux dire juste. Sur l'ouverture du film? Ouais. C'est que parfois le plus simple c'est le mieux aussi, quoi. Et comment ça se passe? Est-ce que c'est des choses parce que tu tombes sur une actrice qui fait ça, ou est-ce que déjà dans le scénario c'est une intention première de dire voilà, à un moment c'est les acteurs, à un moment c'est la caméra? En fait, on savait que cette scène-là devait était cruciale. Rachel, dès ses premiers, elle a fait des screen tests, et tout de suite on voyait qu'elle avait un talent. Elle se démarquait vraiment de tout. Elle était vraiment... heureusement, à Kinshasa, il y a 8 millions d'habitants, donc des fois, il faut ce nombre-là pour trouver des bons acteurs. Et là, c'est la première prise. C'est la première prise dans le film. Ah oui, c'est on ne peut pas le faire 2 fois. Ouais. Elle l'a fait deux, 3 fois, mais la deuxième était bonne aussi, mais c'était la première prise. Et alors cette idée entre, je dirais, le documentaire et la fiction, d'avoir un truc qui est vraiment vécu, dont on a déjà parlé un peu avant, d'être vraiment vécu ou inventé. Oui. Mais je crois que tout est inventé de mon côté, mais il y a l'idée d'authenticité, je dirais. C'est pas nécessairement d'être vrai, mais d'être authentique. C'est-à-dire d'aller chercher le courage de la personne, qu'elle soit dans le moment présent, sans anticiper, sans auto-analyser, et à partir de là, d'être ouvert à ce que c'est moins une recherche de précision qu'une recherche d'authenticité, d'être dans le moment présent. Et justement, le fait que tu sois dans l'authenticité, est-ce que
être à hauteur de, je parle de Rebelle, hein, être à hauteur de visage en permanence, même derrière, toujours à hauteur d'homme, ou de jeune fille d'ailleurs. Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà quand tu écrivais le scénario, ou c'est quelque chose que tu as mûri? Comment ça s'est passé? C'est un peu venu au fil du processus après l'écriture, mais c'est vrai que dans ce film-là, on a décidé d'utiliser un 40 mm ou un 50 mm presque pendant tout le film pour essayer d'avoir cette objectivité de l'œil humain, quoi. Parce que quand on a regardé avec Paco, on était vraiment impressionnés parce qu'on était toujours, chaque plan était à hauteur, quoi. Et alors c'est marrant parce que tu disais tout à l'heure que c'était comme des écailles de poisson. La structure du scénario. Oui. Mais je trouve que finalement ton montage il est un peu comme ça aussi. C'est-à-dire que il vient et c'est vachement elliptique, quoi. Oui, c'est vrai. On fait l'effort de faire ça aussi. C'est vraiment tu me parlais de ça, je me disais c'est marrant parce que son découpage c'est pareil, quoi. C'est vrai qu'on c'est les deux, mais des fois ça a été écrit comme ça aussi, mais effectivement on a cet effort-là de ne pas essouffler la scène au maximum pour garder le momentum de... Et avec Paco, on se disait, dans chaque plan, il se passait un truc. Et des surprises, parce qu'en fait, on s'attend à avoir... Parfois, les ellipses sont tellement fortes qu'on s'attend, dans le plan suivant, à avoir une ellipse, et là, il n'y en a pas et il dure. Ah oui. Donc c'est vraiment bien. Ah ben merci. C'est qu'il n'y a pas de systématicité, en fait. Ouais. Je ne sais pas si les gens ont des questions, ou je ne sais pas si... On parle un peu de Two Lovers and a Beard avant, et puis après on posera des questions. Oui, alors sinon c'est trop tôt. Il y a une chose qui m'interpelle, parce qu'effectivement on ne connaît pas l'histoire en détail de... Et malheureusement on ne pourra pas voir le film, enfin on pourra voir le film dans 2 jours, on l'a pas pu le voir avant. Malheureusement, mais effectivement il y a cette idée de magie, tu parlais de Murakami, il y a qu'est-ce qui t'intéresse, parce que tu es très réaliste dans tes sources d'inspiration, et comment tu les transcendes dans des choses qui sont dans l'imaginaire. Tu parlais de Jodorowsky ou d'autres influences. Voilà. Qu'est-ce qui te fascine dans le cinéma à partir des faits réels? Où est-ce que tu les emmènes? C'est dur à dire, c'est parce que on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi on fait comme on fait, mais c'est sûr que je trouve le grand luxe dans le cinéma, c'est de s'éclater et de laisser, de briser la ligne entre le réel et l'irréel à certains moments, pas au sens surréaliste, parce que je trouve que le surréalisme au cinéma, dans le format long métrage, est quand même assez difficile à tenir la route, parce qu'à partir du moment où on établit que tout peut se passer, on perd la tension dramatique, parce qu'il n'y a plus de risque, parce que tout est possible. Donc je trouve ça... Il faut rester dans la structure. Exactement. Donc les courts-métrages de Buñuel, par exemple, et de Dali sont très intéressants, mais je ne sais pas si ça pourrait tenir la route sur 2 heures. Donc je crois plus au réalisme magique. Où il y a des moments où ça déroge, où tu prends un élément comme, je sais pas, ça pourrait être intéressant d'adapter le nez de Gogol peut-être un jour, mais où on a un nez géant tout le monde lui parle, mais sauf que c'est un nez géant, mais qui parle de l'aristocratie russe. Mais par exemple, d'un point de vue comédie romantique, j'ai beaucoup aimé les films de Gondry, Eternal Sunshine of a Spotless Mind. Je trouve ça extraordinaire. J'ai beaucoup aimé le film, est-ce que c'est Spike Jonze qui a fait sur l'extraterrestre avec Scarlett Johansson? Non, je l'ai pas vu. Pardon? Non, pas Her, l'autre. Under the Skin, j'ai trouvé ça très intéressant, merci. Je trouve ça très intéressant. Mais justement, alors, dans des histoires comme ça, moi j'avais un prof de scénario qui disait, en fait, il n'y a pas de règles, hein, il faut installer ses règles soi-même, mais après il faut obéir aux règles qu'on se donne soi-même. Oui, c'est vrai, oui, effectivement. Et là, qu'est-ce qu'on peut créer, enfin, qu'est-ce qui est chez toi le point de départ quand est-ce que l'histoire décolle? Tu lis un livre, par exemple, ce livre que tu as lu pour Rebelle, ou le livre dont tu t'es inspiré pour ce dernier film? C'est un peu de tout, honnêtement. C'est lire des livres, voyager. C'est comme pour tout le monde, je pense. Les idées viennent et d'essayer de les insuffler. C'est sûr qu'après ça, les personnages, tu essaies de les insuffler, leur psychologie avec des personnes que tu connais. C'est intéressant comment je trouve une personne qui est à côté de toi,
la psychologie en soi, elle peut être intégrée à quelqu'un qui habite à Kinshasa ou vice-versa. Mais les psychologies, je crois qu'à un certain moment, il faut trouver des logiques de vie qui... Des fois, c'est dur de les inventer de toutes pièces. C'est bien d'avoir des gens qu'on a rencontrés pour... comme à Kinshasa, je me suis saoulé avec des anciens généraux pour comprendre un peu leur vie. Et souvent, c'est la seule façon de faire. On a fait ça. C'est ce qui s'appelle de l'immersion. De l'immersion, c'est ça, exactement. Exactement. Oui? Attends, prends le micro, s'il te plaît, Yannick. Voilà. Alors, source d'inspiration ou d'émotion, tu parles de livres qui t'inspirent des choses ou de personnages que tu vois ou que tu connais, que tu peux transposer, mais tu n'as pas parlé de toi. Comment, toi, tu te révèles dans ton histoire, dans tes personnages, dans des situations? Où est-ce qu'on te retrouve, toi, dans tes films? Je crois pas qu'il y ait de réponse à ça. C'est plus intuitif parce qu'après ça, on le fait, mais on peut pas expliquer pourquoi vraiment on le fait. Non, je crois pas, non. Je suis quelqu'un qui est né dans une banlieue très confortable. J'ai eu très peu de traumatismes. Donc, il faut que je m'inspire des traumatismes des autres pour les mettre dans les scénarios parce que moi, ça va. C'est nickel. Alors, justement, ça rebondit sur la prochaine question que je voulais poser. Qu'est-ce que tu recherches, toi, quand tu fais un film? Où sont tes satisfactions et où tu les recherches? Est-ce que tu les as trouvées ou est-ce que tu penses les trouver? C'est une question un peu compliquée. Non, mais je pense que j'ai cette idée j'ai envie d'avoir quelque chose qui est le moindrement pertinent. C'est-à-dire que je trouve que c'est tellement compliqué de monter des films, mais on va tellement travailler longtemps sur ce projet, 4, 5 ou 6 ans, nous, c'est sûr qu'on veut égoïstement grandir de ça et vivre quelque chose de cool. Je pense que quand j'écris des histoires, je les fais pour moi en tant que spectateur, pas en tant que scénariste, mais en tant que spectateur, moi qui vois le film. Donc j'essaie de me faire plaisir comme ça, mais... Comme Kinshasa et l'Arctique, j'ai senti la pertinence de le faire parce que c'est un univers qu'on n'a pas vu encore et qui change tellement vite que je trouvais ça pertinent de le capturer et de le présenter dans un contexte cinématographique. Je trouvais que c'était quelque chose qu'on n'a pas vu encore. Et surtout, sur Rebelle, c'était une héroïne qui... Souvent, il y avait eu avant Rebelle plusieurs films sur les enfants soldats où le héros était un homme ou une femme blanche qui venait sauver les enfants soldats. Et ça, c'est fou parce que les gens s'en rendent même pas compte, mais ils développent le film et le financement fait en sorte que oui, mais on pourrait pas avoir un nom connu, un acteur, et finalement, ça devient le héros, et ça, je trouvais ça nul. Et un de mes grands défis, c'est que l'héroïne soit les vraies héroïnes de ces tragédies. C'est une femme, une jeune fille noire, et c'est elle l'héroïne, et il n'y a pas un blanc qui vient sauver l'Afrique à la fin du film là, de façon maladroite. Donc ça, c'était quelque chose, je voulais payer hommage à ces filles-là. Il y a un côté, tu veux être un peu le témoin d'une vérité qu'on ne connaît pas assez. Oui, peut-être. Je crois qu'à quelque part, je crois que c'est tout ce qu'on veut faire, non? Quand on écrit quelque chose, sinon on n'écrirait pas, je crois. Effectivement, oui. Tu parlais d'un effet thérapeutique à propos de résilience pour Rebelle dans une interview que j'ai entendue. Ah oui? En fait, c'est parce que je rebondis sur pourquoi on écrit des histoires. Pour moi, Non, mais pour les spectateurs, pour les acteurs, pour le metteur en scène, pour tout le monde. Oui. C'est un effet bénéfique pour tout le monde. Oui. Par où on passe dans une expérience au travers d'un film qui finalement nous fait comprendre ou nous apporte quelque chose qui soigne quelque chose. Voilà, donc c'est à propos des enfants soldats, c'est quelque chose d'assez difficile à imaginer. Et là, tu arrives quand même à nous le faire vivre. Hein. Oui, en fait, Rachel n'était pas un enfant soldat, elle était une enfant de la rue. On a testé pour voir si on devait travailler avec des ex-enfants soldats et ils étaient trop brisés.
C'était impossible. Ils étaient pas capables d'aller chercher. C'est le contraire de ce que j'avais C'est anticipé. le contraire. En fait. Et Ouais. donc parfois, c'est C'était pas, le contraire de ce que j'avais anticipé. Je croyais qu'on allait c'est prendre. pas la vérité qui est la Exactement. plus vraisemblable. Ce que j'avais anticipé, moi, c'est que ça aurait été effectivement quelque chose de thérapeutique pour eux, d'exorciser. Oui. Mais je crois qu'il arrive un niveau où tu allais trop loin dans ce que tu as vécu pour que ça devienne thérapeutique Revenir. de revivre ce que tu as vécu. Et à quelque part, ce qui est dur de croire, c'est que Rebelle est pudique quand même par rapport à certaines réalités. Il reste Ouais. quand même assez pudique. Ben, il y a moins pire, mais il y a aussi pire. C'est pas, je dirais que c'est au milieu. Non, en tout cas, c'est pas voyeur du tout. Mais c'est en restant complètement dans l'émotion en plus. Ah ben, merci. Non, mais c'est à noter parce que effectivement, c'est pas le cas partout. J'avais une petite question que j'avais pas pu finir au tout début sur l'influence ou l'inspiration de Kubrick, peut-être de Full Metal Jacket et de Rebelle dans les premières attaques, les choses très très coupées, très très brusquement, des attaques à la Kalachnikov et des choses comme ça. Voilà. Est-ce que tu te souviens d'avoir été inspiré par Kubrick ou Non, tu c'est l'as drôle. mentionné toi à un moment? Ben, surtout Lovers and a Bear, j'ai fait un hommage à The Shining un peu. C'est prétentieux de dire, mais Non, je non, veux dire, mais- je me suis non, inspiré mais quand on même est tous, je me suis inspiré de The Shining un peu dans une scène où les deux personnages dans Two Lovers and a Bear se retrouvent. Il y a quelque chose de très cool au Canada. À la fin pendant la guerre froide, ils ont construit des bases militaires dans l'Arctique avec rien autour. Ils ont juste planté des bases et ils ont abandonné. Et là, ça s'est décomposé. C'est magnifique. C'est comme il y a de la... C'est extraordinaire. Oui. Et donc, dans le film, on a retrouvé une base comme ça. Et il fait froid. Et donc, ils se retrouvent dans une base militaire abandonnée au milieu de l'Arctique. Je vous révèle des punchs. Mais bref, on a filmé là et on a décidé complètement assumé de faire un hommage à l'esthétique de The Shining dans Kubrick. On s'est vraiment bidonné. On s'est beaucoup amusé. Oui, mais il faut se faire plaisir un peu de temps en temps. Oui. Alors, dernière question de notre part, après on passera au public. Les projets les prochains, quels sont les prochains projets? Alors, je suis en train de terminer. J'ai commencé le tournage et on va terminer le tournage au retour de Cannes. Ça s'appelle Eye on Juliet. Et c'est l'histoire d'un mec qui se fait larguer par sa copine, mais en même temps, c'est un agent de surveillance pour une compagnie de surveillance des pipelines en Afrique du Nord. Mais il les surveille à distance. Il a des araignées robots, on appelle ça des hexapodes, c'est à peu près gros comme ça. Ils ont des petites caméras. Mais lui, il est tourmenté par sa peine d'amour. Et dans le désert, il voit un couple interdit qui se rencontre la nuit. Et il a des caméras thermales. Et donc, il les voit, mais avec cette espèce de halo étrange. Et il se met à les espionner. Et plutôt que de surveiller le pipeline, il se met à espionner ces deux amoureux. Et il essaie de trouver un sens à sa propre relation qui vient de se terminer. Et c'est comme une exploration des relations amoureuses au 21e siècle. Et le film a beaucoup de défis parce que on tourne l'Afrique du Nord en premier, et après ça, on tourne la partie américaine. Mais après ça, au montage, il va falloir qu'il y ait comme une harmonie entre les deux. Et il faut que les acteurs jouent ensemble. Donc, il y a c'est assez complexe à filmer. Voilà. À voir alors. Bientôt. J'espère. On va passer On va aux passer, questions du public. Donc c'est à vous. Qui est-ce qui a une question à poser? Yanni et Nathalie, vous aviez plein de questions à poser. Et maintenant, vous ne dites plus rien. Si, vous avez certainement. Nathalie. En fait, je voudrais pas être insultante ou quoi que ce soit, mais j'ai mais j'ai le sentiment que tu as un côté très cérébral. Je te connais pas et j'ai vu quelques-uns de tes films et je sais pas si des gens ont eu la même sensation que moi pendant cette dernière demi-heure. Ce côté faire des références à tout un paquet de monde, dont certains je les connais, mais d'autres non. Alors je me dis, et pourtant, il y a une émotion extraordinaire dans Rebelle. Il y a une originalité dans ton œuvre, comme dans Truffe, dont on n'a pas du tout parlé.
c'est un cinéaste étonnant. Et pourtant, il y a quelque chose, peut-être c'est la nervosité, je ne sais pas, de pas froid, mais un peu cérébral. Et est-ce que, je me pose la question, est-ce que à travers l'écriture, tu arrives à, si tant est que c'est vrai que tu es cérébral, est-ce que dans l'écriture, tu arrives à te lâcher, quoi? Parce que, en tout cas, nous, on le sent comme spectateur. Mais en fait, je crois que le but de la rencontre ici, c'est de parler de la technique, de la technique d'écriture. Donc, je peux parler de mes émotions, mais je veux dire... Parle de tes émotions, c'est bien aussi. Non, mais mais comme je te disais, moi, oui, ben, je crois que l'idée aujourd'hui, c'est de donner des ancrages plus techniques un peu. Je l'ai vu comme ça. Mais après ça, les émotions, comment trouver vos émotions, ça vous appartient, je pense, effectivement. Mais ben oui, ben c'est intéressant, mais j'espère que je ne vais pas ennuyer quand même. Au cinéma. Ah oui, ah oui. C'est bien la preuve que la personne et son œuvre est distincte souvent. Je ne te connais pas personnellement, je te connais depuis une demi-heure, mais tu vois, et je suis très, très admirative du travail que j'ai vu. Et je trouve que dans toute cette intervention, il manque de ce qui existe dans tes films. Moi qui crie, qui danse et qui... mais ça, je fais ça le soir. C'est pendant les fêtes. Le mode d'expression, c'est peut-être le cinéma. J'espère que j'ai pas été trop sérieux, je m'excuse. L'émotion, elle est au cinéma, elle est dans le oui, film. Oui. Non, mais je crois vraiment aujourd'hui, je voulais pas... je trouvais ça important de partager ma démarche d'un point de vue technique. Si vous êtes scénariste, je crois qu'on est là ici pour discuter de la façon de faire des scénarios. Je crois que c'était ça que... ah, voilà, les Québécois se réveillent. Parlons d'écriture. Moi, j'ai assisté à un atelier que tu as donné sur l'écriture du film de genre. C'est ça, peut-être que les gens ne le savent pas, mais tu as fait quelques films de genre. Est-ce que toi, tu vois une approche scénaristique différente quand tu écris un film de genre d'un film qui est un peu plus classique ou qui au sens cinéma du terme? Non, pas vraiment, je crois. Je crois que c'est plus c'est sûr qu'on peut se permettre plus d'hommages, je crois, avec le cinéma de genre, mais je crois pas que je fais une différence. Je dis pas que je vais faire un film de genre quand je vais l'écrire. J'écris l'histoire, n'importe quelle histoire que je l'écris sans vraiment avoir conscience du genre. Mais non, mais c'est vrai que par contre, effectivement, quand je parlais des hommages qu'on a fait au cinéma Kubrick, ben là, on a beaucoup analysé le cinéma de Kubrick, moi et mon directeur photo. Mais non, je crois que l'histoire, c'est l'histoire. Après ça, c'est peut-être plus au tournage qu'on va faire une différente approche, là, effectivement, ouais. Oui, parce que dans le fond, une bonne histoire, qu'elle soit au cinéma, à la radio, une bande dessinée, un livre, c'est une bonne histoire. Ouais, effectivement, ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a une question à poser? Ben, on a tout dit. Ah, Anne-Sophie. Bonjour. Moi, j'ai juste une question, justement par rapport à l'approche scénaristique que vous avez, mais comme vous êtes réalisateur aussi, une fois que vous avez écrit la version qui lance le tournage, est-ce que vous mettez un peu à côté le scénario, puisque vous êtes dans une approche avec vos comédiens où justement quand ils sont surpréparés, ça vous pose problème. Donc est-ce que vous avez cette démarche, vu que vous êtes à la fois auteur et réalisateur, de vous dire que le scénario, effectivement, ça lance le projet, mais une fois que vous êtes sur le tournage, vous vous offrez par exemple de pouvoir, pas changer littéralement l'histoire, mais de proposer autre chose? Oui, absolument. Dans mon cas, l'idée, c'est... le processus, c'est une réécriture constante, en fait. Oui, tout à fait. Je crois que si... aussi au niveau des storyboards, au niveau de tout, je crois qu'il faut des fois, il y a certaines scènes qu'il faut storyboarder, il faut un scénario. Mais rendu au tournage, je crois qu'il faut intégrer ça, mais être à l'écoute de si ça marche ou pas. Il y a toujours des scènes qu'on croit qui marchent bien et qui marchent pas dans tous les films. À ce moment-là, il faut s'adapter, effectivement. Et je crois que ça, c'est très, très important, surtout quand on commence à filmer,
de pas seulement penser à finir sa journée, mais d'être à l'écoute de ce qui se passe dans le moment présent et de se demander, OK, est-ce que c'est authentique ce que je viens de faire et est-ce que ça marche à l'écran au final? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Même des fois, je vais demander aux comédiens de penser, quand j'ai des discussions, est-ce que tu peux t'imaginer une ou deux ou trois scènes qui appartiendraient à ton personnage qui ne sont pas au scénario? Souvent, qui parlent plus de son passé. Et souvent, je vais en intégrer une ou deux dans le film. Comme par exemple Dane DeHaan qui joue dans Two Lovers and a Bear. On se posait des questions sur son backstory et c'est génial quand le comédien a envie de chercher, de trouver lui-même les détails qui ne sont pas au scénario, mais en fait, ça se fait Et il a écrit une page sur l'histoire de son personnage. Et on l'a intégré ça dans un moment donné, un certain moment, quand il y a une discussion avec un policier, il parle de son passé. Il y avait aussi un autre moment où Dan nous disait tout d'un coup, on s'amusait, on était en train de manger avec Tatiana, il dit « Vous savez, moi, j'aime pas beaucoup la musique. » Et c'est la première fois que j'entendais quelqu'un dire qu'en général, il n'aime pas la musique. Et je dis, mais qu'est-ce que tu veux dire? Non, en général, j'écoute la musique. Et je lui ai demandé, écoute, c'est tellement étrange, est-ce que je peux donner ça? Est-ce que je peux donner ça à ton personnage? Il dit, oui, il n'y a pas de problème. Puis à l'ouverture du film, on parle de ça. Ouais. Alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, c'est le montage par rapport à ta version scénaristique. Est-ce qu'il y a beaucoup de différences? Est-ce que ça a tendance à se réduire, cette différence à mesure des films que tu fais? Ou est-ce que finalement il y a beaucoup de réflexions, de changements entre la version écrite et la version montée? Effectivement, au fil des années, le scénario est plus proche du film final que mes premiers films. Et c'est une combinaison de mal anticiper les moyens nécessaires pour faire une scène et aussi d'être, quand on est au plateau, de dire si on n'a pas fini, si on n'a pas la scène, de le savoir avant la fin du tournage, de se réaliser qu'on n'a pas la scène, pour être sûr d'avoir tous les éléments pour le film, effectivement. Effectivement, au fil des scénarios, c'est surtout d'anticiper à l'horaire de tournage qu'il faut pour avoir la scène. Est-ce que ça t'est arrivé aussi au montage de te dire que la scène avait peut-être une autre signification une fois que tu l'avais filmée qu'une fois que tu l'avais écrite, mais finalement que ça allait dans le même sens, mais qu'il y avait des choses qui ressortaient, qui étaient complètement différentes de ce que tu avais écrit? Oui, tout le temps. Oui, tout le temps. Et des fois, tu te rends compte que dans le fond, ce que tu cherchais, c'est comme si l'acteur avait incarné ce que tu n'arrivais pas à répondre des fois. Mais c'est génial quand ça arrive, ça. Et au tournage aussi, c'est génial quand ça arrive, ça. Quand il y a quelque chose de nouveau que tu n'avais pas anticipé, mais qui est meilleur que ce que tu as prévu, ça c'est vraiment génial quand ça se passe. Et donc, est-ce que tu as découvert des choses effectivement, des idées que tu avais écrites, mais dont tu n'avais pas conscience et qui se révélaient au montage alors? Mais j'ai un souvenir, c'est ridicule. Vous allez rire de moi, mais au Marais, il y a un personnage qui, à un certain moment, il entend des sirènes. Et les sirènes l'appellent, mais c'est des sirènes fictives qu'il entend. Et le mec, il s'appelle Ulysse. Mais j'avais pas réalisé, et tout le monde, les journalistes vite m'ont dit, et la métaphore d'Ulysse, j'avais pas réalisé Ulysse qui se fait appeler par les sirènes. Mais c'est vraiment bizarre, en tout cas. Mais c'est vrai, j'avais aucune conscience de la... Mais je l'avais sûrement sans y penser. Ah, le Québec. On parlait du fait que parfois, en tournage, le dialogue change, il va y avoir de l'improvisation. Est-ce que ça t'arrive parfois, ou quand ça t'arrive aussi, comment tu réagis à ça? Parce que moi, je sais que ça m'est déjà arrivé. Tu es en tournage, il y a une scène, les comédiens disent leur dialogue, mais tu te rends compte que tu n'as pas besoin du dialogue. Ce que tu es en train de tourner peut se dire dans la façon de bouger, dans la façon de filmer ou dans la façon de se regarder. Donc, on retire les mots qui ont été écrits. Oui,
Oui, beaucoup. Beaucoup. C'est bien quand ça se passe. Hein. Et souvent aussi aux répétitions, je répète pas toujours toutes les scènes parce que je veux pas, justement, j'ai vraiment peur de d'essouffler une scène, donc je les répète pas toutes, mais souvent, il y a un effort de réduction quand les acteurs réussissent à le dire sans dialogue, Déjà, effectivement. dans le scénario, oui. on essaye de le faire dans nos versions. Oui. OK, ça part Oui. trop, ça part trop. Ouais. Et les lectures sont très importantes pour ça, je trouve, de faire venir les comédiens un mois avant, pas trop tard dans le processus parce que ça prend un certain temps, mais juste de leur faire lire leurs lignes ensemble. Moi, je les lis à haute voix aussi. Je fais comme, oh mon Dieu, ça sonne, oui? pas, ça sonne pas bien. Ça, je Ah te oui? jure. Oui. C'est bon. J'ai jamais fait ça. Ouais. Jamais fait ça. J'ai des multiples personnalités, c'est pour ça. C'est bon. C'est bon. D'ailleurs, dans le début de Rebelle, je crois qu'on a compté avec Paco, je crois qu'il y a 8 minutes sans dialogue. Hein. Ah oui? Ouais. Ah oui? Il y a 8 minutes où... mais d'ailleurs, il n'y a absolument pas besoin. Quoi. C'est intéressant. le montage, il explique tout. Quoi. Les ellipses expliquent tout. Est-ce que vous travaillez encore souvent avec des scénaristes et des dialoguistes? Parce que c'était quand même... Il y avait la tradition française à l'époque de... Moins en moins. Vous devez partager le cachet en deux quand même. Voilà. Non, je crois que les dialoguistes, c'est extrêmement... Alors après, Pas vraiment, effectivement, mais... on peut faire venir quelqu'un qui est super doué pour les dialogues féminins ou les dialogues masculins. Ou ça, oui, ça peut... Mais ceci dit, c'est vrai que souvent, ça vient en critique de scénarios qui sont pas aboutis, où on dit oui, mais les dialogues sont pas terribles, ils se ressemblent tous, ils sont pas assez différenciés. Quand ils n'ont pas été travaillés très bien, c'est vrai que parfois, c'est bien d'avoir 2 ou 3 personnes pour... En fait, jouer, lire les dialogues et les réécrire en fonction. C'est comme ce que tu fais avec les comédiens. Si tu les fais lire et puis tu dis, bah oui, en fait, 2 personnes vont pas parler de la même manière, donc c'est écrit par la même personne, donc il y a un style qui doit changer. C'est plus vraiment des dialoguistes, finalement, c'est des co-scénaristes, tout simplement. Quoi. Ouais. C'est-à-dire qu'on dit, ouais, ton personnage féminin, je le sens pas, quoi, il est pas assez féminin, donc tu fais venir une femme et tu lui dis, écoute, tu peux m'aider sur le personnage féminin parce que moi je suis pas très fort. Alors elle reprend le scénario, elle dit, bon, bah non, une femme elle ferait pas ça. Ah bon, elle ferait pas ça? Bah non, pas du tout. Voilà. Quelque chose à faire. C'est plutôt des co-scénaristes qui effectivement vont travailler du coup les dialogues. Oui. Puis il y a des trucs de langage qui évoluent. Hein. Là, tu es dans des pays autres où il y a des choses qu'on connaît ou qu'on connaît pas. Oui, si tout d'un coup on a 50 ans, on écrit un truc de gens de 20 ans, on n'est pas juste. Ouais. Il faut s'imprégner. Il faut... C'est vrai. Alors, mais il existe quand même des spécialistes du dialogue. Hein. Ah oui. Il y en a. Je pense que c'est plus en plus rare. Mais je sais pas si vous faites ça. Moi, avec l'iPhone, des fois, je parle enregistreuse quand je suis dans un café, quand il y a des bons dialogues à côté. Ouais. Et la super. plus récente, c'était Jeune femme anorexique. C'était juste là-bas au café Carlton. C'était 2 filles qui discutaient de leur poids et c'était assez intéressant. Mais j'ai enregistré les dialogues pour référence future. Je sais pas, vous faites pas ça, non? Je sais pas. Donc, il y a des droits d'auteur. J'avais des engueulades à côté dans ma chambre d'hôtel. C'était génial. Et ce que j'avais réalisé, c'est comment on répète les mêmes phrases quand on s'engueule. On répète la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, il faudrait écrire mal pour être plus juste. Oui. Elle a dit « get out » pendant, je crois, un bon 15 minutes. C'était « get out ». Non, « get out ». Get out! Mais tout le temps, ça. Peut-être qu'elle répétait, qu'elle répétait. Oui, elle répétait la même phrase tout le temps. et là, ma copine dit, qu'est-ce que tu fais? C'est génial. Donc le prochain film, c'est sur l'anorexie. L'anorexie et les engueulades dans les engueulades dans les chambres d'hôtel. Ça va être plus simple à tourner que les 2 derniers. On va le faire ici à Cannes. Ça va être génial. Voilà, sur place. Et on sort le film tout de suite. Oui, exactement. Oui, c'est ça. Au festival. Exactement. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Alors encore une fois sur l'improvisation avec les comédiens. Oh là là, est-ce que c'est parce que je suis... Il faut s'éloigner du haut-parleur. Ouais. Est-ce que c'est de l'impro en répétition ou est-ce que c'est sur le plateau quand les caméras tournent? C'est un peu des deux. En fait, en répétition, il y a une fonction différente qu'au tournage. En répétition, je vais des fois inventer des scènes c'est souvent le texte, c'est pas les scènes en soi. Je vais inventer des contextes où ils sont ensemble, où ils se confessent, où ils s'engueulent, pour comprendre la dynamique des deux. Parce que des fois, les comédiens vont imposer la relation entre les deux et ça, il faut des fois ajuster les dialogues sur la chimie qui se crée entre les personnages. Donc pour ça, je vais faire peut-être une scène où ils s'engueulent, une scène où l'un humilie l'autre. Je vais tester si c'est plus
elle ou lui qui domine dans le couple, par exemple. Je donne un exemple. À travers des improvisations, si naturellement l'énergie des personnages, des acteurs impose ça. Et donc là, je vais retravailler le scénario souvent. Mais les improvisations, je dirais que j'appellerais ça vraiment des improvisations dirigées. C'est-à-dire que je vais me créer un arche dramatique et je vais imposer une friction. Et ça s'inspire un peu de... C'est un peu de la même façon, une façon plus poussée de donner en anglais, ils appellent ça des verbes d'action. C'est-à-dire, plutôt que de dire « sois plus en colère », tu lui dis ton objectif, c'est d'aller à de traverser la pièce et d'aller à la porte. Et l'autre personne, c'est de lui bloquer, peu importe où la personne se rend, tu restes devant cette personne-là. Et ça, c'est un exemple un peu mauvais, en fait. Mais à travers les dialogues, je crée une friction comme ça. Mais des fois, je vais lui dire juste... tu veux t'assurer que tu domines cette personne. Même si, là, par exemple, j'ai peur, je ne sais pas ce qui va se passer, des fois, je vais tester le contraire dans le verbe d'objectif et ça crée des trucs vraiment intéressants souvent. Et des fois, c'est très mauvais aussi. Mais je sais que ça permet que chaque prise est différente. Des fois, donc, je donne des verbes d'action différents, même si c'est les mêmes dialogues. Et est-ce que ça n'a jamais posé de problème pour après matcher des prises s'il y a eu trop d'improvisation justement et que du coup on est plus sur les mêmes dialogues, on n'est plus dans les mêmes émotions. C'est là un petit peu où je me demande comment ça se fait concrètement sur le plateau. Non, parce qu'à un certain moment on trouve le bon moment puis les autres c'était moins bon. Donc, à un certain moment, c'est vrai qu'on reste sur une ligne. Souvent, quand on l'a trouvé, il y a une connexion qui se fait et après ça, tu peux refaire les mêmes scènes, mais s'il y a une logique émotive qui est installée, après ça, tu peux faire 3, 4, 5, 6, 7 prises, mais tu as trouvé l'espèce de dynamique qui marche bien. Et rendu après 5, 6 prises, souvent, tu veux la casser et donner quelque chose d'autre pour retrouver le moment vrai. En fait, moi, c'est comme ça que je travaille. Merci. Je crois que... Encore une question? Ah. Oui. Moi, c'était par rapport à vos personnages, en fait, que j'ai une question. Donc, quand vous créez vos personnages, est-ce que vous avez une vision où vous partagez leurs émotions, en fait, vraiment, quitte à les traîner dans la boue ou les maltraiter par moments, comme vous disiez tout à l'heure, si ça vous touche, ou vous avez plutôt un œil extérieur, en fait, en pensant à du sensationnel ou à la vision du public, justement. Je crois que d'un point de vue macro, j'essaie de me projeter le film en tant que spectateur qui regarde le film, mais quand je suis dans l'écriture des dialogues et des dynamiques entre personnages, j'essaie de me projeter dans les personnages. C'est presque schizophrénique en fait, mais effectivement, il y a ça, le côté macro, c'est... en fait, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de... pour moi, j'essaie de ne pas avoir peur d'offrir un spectacle. Et je sais pas, avez-vous revu Lola Montes récemment? Moi, je trouve ça encore très bon. Je trouve ça que c'est un spectacle, mais je trouve que... Donc, c'est ça, c'est un peu les deux. Mais quand j'écris les scènes au micro, j'essaie de me projeter dans la vie des personnages, effectivement. Ouais. Bon, on va conclure. Et puis, on va remercier Kim d'être venu parmi nous. Merci de m'avoir reçu. On va lui souhaiter, très bonne chance à To Love and a Beer. Merci. Et puis pour le prochain aussi. Merci, ça m'a fait grand plaisir. Merci à tous. Merci.